Je t'ai dit que c'était une journée imprévisible. Je ne savais pas cela, ce que je m'apprête à te lire. Donc le procureur Slavik et Sierra viennent de le dire. Je ne l'ai pas entendu. Peut-être que vous, oui. Monsieur Combs a réservé des interventions à Miami pour la semaine prochaine. C'est le comble de l'arrogance. Il a fait ça pendant 15 ans, il était responsable du transport de nombreuses escortes. Ça fait beaucoup de délire et beaucoup de nuits d'hôtel. Il savait que c'était illégal, tu sais. Je ne savais pas ça, Sierra, parce que ça voudrait dire qu'il pense qu'il va s'en sortir, si c'est vrai. Je ne savais pas ça non plus. Jessie, je veux dire, d'accord, je suis vraiment choquée par tout ça. Et j'imagine, pendant que tu avances, je lis cette mise à jour en même temps que toi. Et je me dis que les chiffres ne collent pas vraiment pour moi, pourtant. Parce que s'il a été arrêté le 16 septembre de l'année dernière, tu sais, on est début octobre. Nous ne sommes pas encore tout à fait au seuil des 13 mois et son équipe demande 14 mois. Donc, s'il demande 14 mois, ça n'a pas de sens. S'il devait réserver ça à Miami pour la semaine prochaine, est-ce que ça montre qu'il est très confiant, qu'il va sortir même en moins de 14 mois? Je veux dire, je suis choquée par cette nouvelle. Je me demande quelle sera la réponse de la défense à cette allégation. Autre point, Sierra. Un sondage demande si Didi réagira publiquement dès au verdict. Cela suppose qu'il bénéficie du temps déjà purgé et soit libéré immédiatement, ce que nous pensons peu probable, car il doit encore être pris en charge par le maison d'arrêt de correction. Mais le sondage indique que 38 disent oui par l'intermédiaire d'un avocat. 32 disent oui immédiatement, 30 disent non. La question que j'ai à vous poser est la suivante. Avez-vous entendu quoi que ce soit sur ce à quoi nous pouvons nous attendre après la condamnation? À quoi va ressembler la scène ensuite? Savons-nous s'il va y avoir une conférence de presse, des conférences de presse de la part des avocats, des procureurs, des avocats de la défense, des victimes, de qui que ce soit? Y a-t-il quelque chose prévu hors tribunal? C'est drôle que tu dises ça, Jessie, car j'y pensais justement avant que tu me parles. Quel est notre plan de secours pour la suite? Nous avons, juste là où je suis, notre caméra. Tu sais, je te parle en direct de l'autre côté de la rue. D'ailleurs, nous sommes en train de vérifier. Nous avons maintenant cette caméra complètement installée. Il y a toujours ce podium-là. Chaque fois que je suis venue ici à New York, il est prêt à être utilisé, peu importe ce qui peut arriver. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs réponses à cette question. En premier lieu, est-ce que je pense que P. Diddy, quand il sera condamné, tu sais, quand il aura l'occasion de s'exprimer, le fera? Oui, personnellement, je pense que oui. Je veux dire, on connaît Diddy. On sait qu'il est plutôt charismatique. On sait qu'il a, tu sais, sa version de chaque chose. Et je suis sûre qu'il veut partager ce qu'il ressent à propos de tout ça. Il est resté discret et n'a pas témoigné. Aucun témoin n'a été appelé pour la défense. Je sais que Diddy voudra parler. Sera-ce aujourd'hui? Je pense que non, on verra. Mais pour la défense et l'accusation, je ne serais pas surprise qu'il y ait une conférence de presse après. Encore une fois, nous sommes prêtes à y aller si cela arrive. Je n'ai rien entendu de définitif. Je pense que beaucoup de choses dépendent du type de sentence qui sera prononcée, mais nous sommes définitivement prêtes pour ça. Ou s'il va parler à Miami? Je veux dire Alexis, si c'est vrai, je veux dire Alexis, ça veut dire quelque chose, non? Eh bien, ça montre qu'il semble continuer à penser qu'il est au-dessus des lois, qu'il peut tout simplement, tu sais, s'en sortir avec ses crimes, ne pas avoir à purger de temps supplémentaire et continuer joyeusement sa route. Et je suis d'accord. Dès qu'il le pourra, il parlera. Mais je pense que cela correspond aussi à l'inquiétude du juge qui constate qu'il ne montre aucun signe de remords. Il ne semble pas penser qu'il ait fait quoi que ce soit de mal. Il semble simplement croire qu'il a été piégé et que tout ce qu'il a fait était correct. Ces prises de parole, si elles sont avérées, sont très préoccupantes et je pense qu'elles vont avoir un impact majeur sur la décision du juge concernant la sentence. Eh bien, je me demande si je me trompe complètement, Tyler. La défense pourrait-elle utiliser cela à son avantage? Et écoute, moi, c'est très cohérent avec ce que Sean Combs a dit dans sa lettre. Tu sais qu'il fait de bonnes choses à l'intérieur, qu'il parle aux détenus, qu'il essaie d'améliorer leur vie. Il ne peut rien changer au passé. Tout dépend de son avenir. Oui, il a une prise de parole à Miami parce qu'il veut avertir les gens, il veut éduquer les gens. Tu sais, il parle du fait que sa vie ne sera plus jamais la même après avoir été aux maisons d'arrêt de correction. Peut-être qu'ils l'admettront. Ai-je totalement tort de le penser? Je ne pense pas que tu te trompes du tout, et je ne pense pas que le juge va vraiment accorder beaucoup d'importance à ça. Je veux dire, chaque accusé veut être libre,
Monsieur Combs veut être libre et il a réservé une prise de parole pour tout ce qu'on sait. Il pourrait parler à des enfants pour leur dire de rester loin d'une vie de crime, de rester loin de la drogue et d'un style de vie excessif. Comme il l'a dit, maintenant, l'accusation va clairement dire que c'est un homme dont l'ego dépasse la nature humaine et qu'il s'attend à sortir de prison immédiatement. Mais je ne vois vraiment pas grand-chose là-dedans. C'est vraiment du vent. Je pense que les faits sont ce qu'ils sont, les directives de condamnation sont ce qu'elles sont. Je pense que le juge est assez intelligent pour rester objectif malgré les tentatives d'influence des deux parties. Et Taylor, le juge peut-il demander à Sean Combs s'il fait une déclaration au tribunal? Et cela fait écho à beaucoup de choses qu'il a déjà dites. Est-ce que le juge peut dire, Monsieur Combs, puis-je vous poser des questions sur cet engagement? Peut-il lui poser des questions au cours de cette audience de condamnation? C'est la salle d'audience du juge. Il peut poser des questions. Intéressant, Alexis. Mise à jour du procureur du tribunal, Slavik dit que même dans les affaires où le renvoi n'est pas appliqué, des peines importantes sont prononcées, y compris dans ce district. La question principale, Alexis, est de savoir quelle peine il risquerait vraiment s'il était acquitté des accusations les plus graves. Si vous ajoutez le transport en vue de se livrer à la prostitution. S'il était reconnu coupable de complot de raquette, il était reconnu coupable de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. C'est un facteur aggravant, un élément de l'histoire globale, mais cela rejoint aussi l'idée que certains disent qu'il n'aurait pas été poursuivi. Si le gouvernement n'avait eu que des accusations de prostitution, il ne les aurait pas poursuivis ni porté plainte. Il l'aurait quand même poursuivi. Donc, s'il avait été acquitté de ces accusations graves, je me demande vraiment, en soi, pour le transport dans le but de se livrer à la prostitution, à quoi pourrait-il s'attendre? Pour le transport, c'est jusqu'à 10 ans par chef d'accusation, donc on parle de 20 ans au maximum auquel il pourrait faire face. Je veux dire, je ne pense pas qu'il ira aussi loin. La probation débute à 7 ans, l'accusation ne demande que 11 ans. Mais il faut aussi se concentrer sur le fait que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été condamné pour ses chefs d'accusation. Rappelez-vous, il y a eu des témoignages concernant, par exemple, l'aspect violent. Je veux dire, en particulier cette vidéo pour laquelle il a admis publiquement l'avoir fait. Il y avait toute cette vidéo où il répondait, vous savez, à la vidéo dans le couloir de l'hôtel. C'était l'une des choses que le juge a examinées et prises en compte pour décider s'il allait le libérer après la condamnation. Donc, je veux dire, quand il dit ça, vous savez, comme vous disiez, le croisement, le fait qu'il ait été acquitté n'enlève rien à certaines des allégations qui soutiennent cet aspect violent. Maintenant, il parle de cas comparables et tout ça. Voici ma question, Tyler. Tu te souviens de la vidéo d'excuses? Tu te souviens de sa vidéo d'excuses qu'il a publiée juste après que Cable News Network ait diffusé la vidéo de 2016 où il frappait Cassie Ventura? Je vais te passer ça, et tu ajoutes à ça ce qu'il dit dans cette lettre au tribunal et ce qu'il pourrait dire devant le tribunal, où il décrit: il a lu et écrit, fait du sport, suivi une thérapie, donné un cours gratuit de business aux détenus, partagé ses réussites et ses échecs. Comparons cela à la vidéo et on en parlera. C'est tellement difficile de repenser aux moments les plus sombres de ta vie. Parfois, il faut le faire. J'étais foutu, je veux dire, j'ai touché le fond, mais je n'ai trouvé aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Dégoûté. J'étais dégoûté à l'époque en le faisant, je le suis toujours aujourd'hui. J'ai consulté et cherché de l'aide professionnelle. J'ai commencé une thérapie, nous allons en cure de désintoxication. J'ai supplié Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m'efforce de m'améliorer chaque jour. Je ne demande pas le pardon. Je suis vraiment désolé maintenant. Taylor, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas lire dans les pensées de Sean Combs, mais je peux vous dire ce que dit la loi. Et voilà le problème, voilà le problème. Le problème, c'est que selon l'accusation au procès, il aurait commis des crimes après cette vidéo, notamment ce qui a été trouvé dans sa chambre d'hôtel lors de son arrestation à New York. Des preuves de soirées déjantées ou de nuits folles de King, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Il y a des gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont dit « ça, je n'y crois pas, je ne crois pas qu'il soit sincère ».
Donc si on parle de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire au tribunal pour vraiment se battre pour sa vie, après avoir déjà été condamné. Quelle leçon retenir de cette vidéo? Jouera-t-elle un rôle ici? Qu'en penses-tu, Tyler? Je pense que la vidéo jouera un rôle. Elle est là et elle est dans le domaine public. Et M. Combs l'a dit, et il dit essentiellement la même chose maintenant. Dans sa lettre au tribunal, il s'est excusé, a assumé ses actes et affirmé s'être réhabilité. Il est en prison et agit correctement. Et je pense que le juge va prendre une décision qui prend tout cela en considération. Maintenant, il est en prison depuis 14 mois, il vient juste d'être jugé pour sa vie, donc ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour lui et être en prison n'est facile pour personne. Et donc, je pense que le tribunal a une décision difficile à prendre ici. Mais je pense que, vous savez, les lettres des détenus, le fait qu'il ait eu un effet, un impact sur leur vie, je pense que le juge va dire qu'il a une certaine valeur rédemptrice pour l'avenir de sa vie, mais cela ne veut pas dire qu'il échappe à ses responsabilités. Une certaine responsabilité est nécessaire et je pense que le tribunal en tiendra compte dans sa sentence. Et je ne pense pas qu'ils vont laisser cela se passer de façon à ce qu'il puisse simplement sortir immédiatement après avoir été pris en charge. Nous avons lancé un sondage. Comment vous sentez-vous en attendant? 52 sont venus pour le spectacle, 22 sont anxieux, 17 pleins d'espoir et 9 en colère. Je pense que c'est un bon, disons, résumé des sentiments autour de cette affaire, Alexis. Dans quelle mesure les déclarations d'un accusé au tribunal peuvent-elles influencer la peine sans peine préétablie? Il n'y a pas d'obligation, c'est la prison à vie. En réalité, peu importe ce que quelqu'un dit, il y a beaucoup de marge ici, beaucoup de discrétion. À quel point cela compte-t-il? À quel point cela influence-t-il ce que dit l'accusé? Eh bien, d'abord, si je devais répondre au sondage, je dirais que je suis là aussi pour le drame. Mais ensuite, vous savez, cela est pris en compte. Mais je veux dire, certaines des déclarations qu'il fait, ainsi que cette lettre des détenus, je n'achète pas ce qu'ils essaient de vendre avec les lettres des détenus. J'ai une inquiétude concernant ces lettres, parce que ces détenus pensent peut-être qu'en sortant, ils en tireront un avantage. Vous savez, en pensant qu'une fois que Didi sera sorti, donc je n'achète pas ce qu'ils essaient de vendre là. Mais le tribunal en tient compte. Mais ce que le tribunal cherche vraiment chez l'accusé, c'est qu'il éprouve des remords, qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait est mal, qu'il veuille aller de l'avant de manière positive, être un membre productif de la société et ne pas retomber dans ses travers. Et qu'il pourrait recommencer à consommer de la drogue, abuser des gens et refaire ce qu'il faisait avant. Et avec le fait qu'il soit sobre, qu'il soit en prison, je veux dire, ça ne veut rien dire. Il y a plein de détenus qui sont devenus sobres en prison et qui, une fois sortis, ont rechuté. Recommencer à consommer, donc vous savez, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Ce truc de parler, même si Tyler dit qu'il ne pense pas que ce soit si important, moi je pense que c'est énorme. Parce que moi, vous savez, je pourrais me retourner en tant que procureur et potentiellement argumenter que ça revictimise les victimes. Qu'il va sortir et qu'il va vivre, vous savez, libre et potentiellement faire ses interventions publiques, ce qui pourrait les faire se sentir en insécurité. Donc, je veux dire, évidemment, de bons avocats peuvent défendre les deux côtés de la médaille, mais oui, ils vont être examinés. Mais c'est, vous savez, c'est un exercice d'équilibre. Au fait, tu sais, Tyler, Cable News Network rapporte qu'aujourd'hui, au tribunal, le juge a accepté cela. La fourchette de 70 à 87 mois. Donc on parle de quoi? 5 à 7 ans. Qui a été recommandé dans le rapport présententiel est approprié, qu'il n'y aurait aucune raison d'y déroger, en précisant également que les directives permettent une amende de 25 000 à 250 000. Il va aller en prison, c'est bien ce qu'on dit. Il va aller en prison pour plusieurs années, c'est bien ce qu'on dit. T-I-L-E-R. Eh bien, Le tribunal aurait indiqué qu'il allait en prison. Je pense que les directives de condamnation ici et le rapport que nous avons reçu de l'approbation montraient clairement qu'il n'a pas encore prononcé la sentence. Mais il semble qu'il accepte la recommandation et que M. Combs va passer quelque temps en prison. nous avons eu des retours à ce sujet. Dans le système pénitentiaire fédéral, faut-il purger 85% de la peine pour être admissible à la libération conditionnelle? Tu sais comment cela marche? Ça dépend. Je pense qu'il sera admissible à une libération anticipée avec ses deux chefs d'accusation. Intéressant. Nous avons une question super chat de Christina Lester pour toi, Sierra. Merci beaucoup Christina pour ta deuxième question.
Sean Combs a-t-il subi des tests de dépistage de drogue durant son incarcération? Christina, c'est une excellente question car, comme nous le savons, chez P. Diddy lui-même, au tribunal, il déclare « Je suis sobre pour la première fois depuis des décennies ». J'ai eu, vous savez, une réforme. J'ai beaucoup appris pendant mon incarcération. Donc la question ici est, a-t-il été soumis à des tests de dépistage de drogue? Aucun rapport définitif à ce sujet, mais je pense que c'est possible. Mais ce que je dirais, c'est que si vous vous souvenez de P. Diddy essayant de payer sa caution, pas une fois, mais 2, 3 fois, il revenait sans cesse pour essayer de payer sa caution encore, et ce, à plusieurs reprises. Nous l'avons rapporté ici même sur Law and Crime. Cela a été refusé. Cependant, ce que je veux souligner, c'est que Diddy lui-même a proposé, lorsqu'il faisait ses offres de caution, oui, d'accord, je ferai des tests de dépistage de drogue chaque semaine. Si c'est quelque chose que vous voulez pour vous assurer que je suis sobre, je suis prête à le faire. Je trouve intéressant que, pour obtenir une libération sous caution, il est proposé de faire des tests de dépistage de drogue. Maintenant, il dit qu'il est sobre, donc est-ce qu'il a fait des tests de dépistage de drogue en prison? Ce n'est pas clair. Je pense qu'il est sans doute sobre puisqu'il a proposé un test de dépistage de drogue et a affirmé qu'il le ferait. Nous avons eu une mise à jour du tribunal. D'accord. Donc le procureur s'acharne vraiment sur Sean Combs et la gravité de cette affaire. Le procureur Slavic. La vidéo de l'hôtel de Los Angeles, celle de Cassie, a été montrée plusieurs fois au procès, sans jamais devenir plus supportable. En ce qui concerne Jane, il l'a frappée. Il lui a donné une gifle il y a un peu plus d'1 an, alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une enquête fédérale. Au procès, ils ont dit qu'ils assumaient la violence. Reconnaître la violence devant le jury lors d'une stratégie de procès ne signifie pas rendre des comptes. Les freak-offs étaient des performances durables de dégradation sexuelle et d'humiliation. Cassie et Jane refusaient d'avoir des relations sexuelles avec des inconnus. Excusez-moi, c'est lui qui les y a forcés. Désolé, je dois le dire, mais il a fait uriner une escorte dans la bouche de Cassie jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Sa déclaration d'impact montre qu'elle souffre toujours de cauchemars, de flashbacks et de cicatrices, tandis que le message de Jane exprime clairement son angoisse et son traumatisme. Mia a dit qu'elle souffrait de stress post-traumatique et d'anxiété. Deontay Nash a dit qu'il avait subi des dommages durables. Capricorn Clark dit qu'il l'a mise sur liste noire dès qu'elle a pris la parole. La chef Jordan Atkinson a écrit comment elle avait été affectée. C'était réel et sérieux. Alexis, tu prends tout ça en compte? Nous avons une question de Rosalba. Le panel est-il d'accord pour dire que le juge voudra ajouter un temps approprié pour sa réhabilitation? Parce qu'il y a des preuves qu'il ne recommencera pas. Je veux dire, y a-t-il des preuves qu'il ne recommencera pas? Est-ce qu'il a changé? Tu sais, cette conduite qui a été mentionnée a été mise en lumière au cours de ce procès. Excellente question. Écoute, il n'y a jamais de preuve que quelqu'un est réhabilité. Je veux dire, le but ici, lors de la condamnation, c'est que, tu sais, la personne accusée dise « Oui, je suis réhabilité. Je suis une personne changée, tu sais, je vais avancer dans ma vie d'une manière complètement différente. Maintenant, être en prison, c'est sûr que ça va te changer. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va le changer en mieux. » Tu sais, il est, comme tu l'as mentionné, Jesse, très charismatique et tu sais, les gens ont tendance, du moins au début, à l'apprécier. Donc, je veux dire, je ne sais pas s'il a changé. À mon avis, je dirais que ce n'est pas quelqu'un qui a changé.